Alors, les YPG vont-ils riposter jusqu'où ira Recep Tayyip Erdogan? Comment la communauté internationale réagit-elle? On pose toutes ces questions à mon invité, Olivier Pio, auteur de Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient aux éditions Les Petits Matins. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. 58 jours de bombardement dans le cadre de l'opération Rameau d'Olivier. Afrin tombe, les Kurdes se sont retirés. Ces Kurdes, il faut tout de même le rappeler, étaient les alliés de la coalition et des États-Unis. Donc, ils ont lutté contre le groupe État islamique et ont largement participé à leur chute, il faut le rappeler. Pourquoi les Alliés ne réagissent-ils pas? Je crois que malheureusement pour les Kurdes de cette région, et ceux aussi de l'Irak, on se retrouve dans une configuration où M. Erdogan a un peu tous les atouts dans sa main. C'est-à-dire qu'il a l'appui de Poutine et il a l'appui aussi des États-Unis et de l'Europe, de la France. Et pourtant, les États-Unis ont soutenu les Kurdes, en tout cas pendant un temps. C'est oui, terminé, oui, ça? Oui, je crois que c'est pas le dernier paradoxe de la période qui s'ouvre. Afrin représente vraiment, je pense, là, un tournant sur la reconstruction de cette zone, et notamment en Syrie, la prochaine configuration syrienne. C'est pas le premier exemple de trahison des Kurdes dans l'histoire. Le scénario. Et vous pensez que les Américains vraiment sont aujourd'hui plutôt dans l'indifférence, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas les soutenir? Parce qu'il était question à un moment donné que Donald Trump a dit qu'il allait les soutenir, mais il ne le fera pas. En tout cas, il ne l'a pas fait quand il y a eu l'intervention le 20 janvier, alors qu'il avait dit que... Je vous rappelle que quelques jours avant, il avait annoncé la création d'une force avec les Kurdes à cette même frontière qu'aujourd'hui Erdogan est en train de reconquérir par le feu. Donc c'était un effet d'annonce. En tout cas, ça fait partie des postures diplomatiques tant que sur le terrain, les uns et les autres n'avancent pas. Ce que je constate, c'est que les deux États qui ont, de fait, qui sont sortis des négociations diplomatiques et qui ont avancé militairement sur le terrain, c'est-à-dire en 2015 la Russie, aujourd'hui la Turquie, finalement, ils parlent plus fort que les autres et personne ne les arrête. Est-ce qu'on a peur d'Erdogan? Je crois qu'on en a besoin. En tout cas, au niveau des États-Unis, c'est très clair, ils n'ont pas envie qu'il quitte l'OTAN. Au niveau de l'Europe, c'est très clair, parce que rappelons-le quand même, cette armée turco-djihadiste, parce que c'est plus une armée turco-djihadiste que turque, elle est armée par qui? Prenez la liste des armements, tous les chars sont allemands, les hélicoptères sont italiens, les lance-roquettes sont français, les F-16 sont américains. Donc déjà, il y a déjà cette logique économique d'armement, derrière laquelle il y a, M. Erdogan retient, on le sait, les réfugiés sur l'Europe, donc on a un accord avec lui, il achète des Airbus, il a des projets avec les entreprises européennes d'automobiles. Donc il est en position de force, il le sait, donc il se dit après tout, plus personne ne m'arrête, j'avance. Est-ce un génocide contre les Kurdes, comme le dit Olivier Gisbert dans Le Point? Alors, je pense qu'on va vers une logique qui pourrait devenir un génocide. En tout cas, on a clairement avancé d'un cran aujourd'hui. On est dans une perspective de nettoyage ethnique. Quand on voit la réaction des djihadistes, de l'armée turco-djihadiste en position à Afrin, on se dit, oui, effectivement, Erdogan attise le feu d'un nettoyage ethnique dans cette région. Donc ça veut dire, on fait reculer les Kurdes ou on les extermine, et à la place, on va y mettre les réfugiés syriens qui se trouvent en Turquie. Alors c'est ça le plan? Oui, le premier projet d'Erdogan, je crois que c'est à peu près 3 millions de réfugiés syriens en Turquie, c'est de les remettre dans ces zones. Je crois qu'il a aussi des velléités très ottomanes, parce qu'il rêve de l'ancien Empire ottoman. Je rappelle que dans l'ancien Empire ottoman, Alep et Idlib faisaient partie de l'Empire ottoman. Il a très clairement envie non seulement de protéger sa frontière, il l'a déjà fait avec un mur, mais au-delà de conquérir cet espace donc fragilisé. Là, il a annoncé d'ailleurs qu'il irait plus loin, il va aller jusqu'à Manbij, il va continuer à conquérir cette partie nord de la Syrie. Oui, je pense que son plan est de reprendre les 900 km de territoire frontalier, donc jusqu'à Kamishli, et allons au-delà, il est aussi prévu d'aller au nord de l'Irak avec Bagdad, sur les maquis du Kurdistan du PKK, qui sont là-bas depuis 25 ans. Alors justement, il dit que les YPG sont, comme le PKK, des terroristes. Alors ça, c'est un autre des paradoxes. On sait que le PKK est qualifié officiellement depuis 1997 par les États-Unis, 2002 par l'Union européenne de terroristes. Or, les YPG et les FDS, c'est-à-dire les forces kurdes de terrain, n'ont jamais officiellement été qualifiés de terroristes par les Alliés. Or, donc c'est faux. Agissent. En tout cas, c'est clairement, idéologiquement et politiquement, un argument d'Erdogan, mais qui n'est pas contré aujourd'hui ni par M. Macron ni par M. Trump. Alors les Kurdes se disent qu'ils se sont repliés. Est-ce qu'ils se sont repliés pour sauver la population civile ou est-ce que c'est une autre stratégie pour mieux rebondir? Alors d'abord, je voudrais souligner une chose. Il y a un décalage d'armement
qui est colossal entre les turco-djihadistes et puis les armes dont bénéficient, même avec le soutien des Américains, les Kurdes. Je crois qu'ils ont clairement là décidé de ne pas faire d'Afrine ce qu'a été Alep, c'est-à-dire un massacre sur toute la ville. Donc ils ont décidé de protéger les civils, ce qui est quand même tout à leur honneur. Est-ce que ça veut dire que pour autant ils ne vont pas faire la reconquête d'Afrine? Ça, je ne sais pas. Comment pourraient-ils le faire? Vous dites qu'ils sont peu armés, finalement on voit qu'ils ne sont pas soutenus. Mais parce que ce peuple, je rappelle qu'on parle quand même de 40 millions d'individus, c'est 10 fois les Palestiniens. Ce peuple aujourd'hui est capable de mobiliser sur plusieurs générations des combattants, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Et on l'a vu déjà pour la défense d'Afrine, il y a des Kurdes qui sont venus de la partie est de l'Euphrate défendre la ville. Demain, on peut avoir des Kurdes de Turquie qui viennent défendre les zones du Rojava. Donc il ne manque pas de ressources. Il ne manque pas de ressources. En tout cas, ils peuvent continuer à se battre. Ils le feront. L'OSDH évalue pour l'instant le nombre de déplacés venus de toute l'enclave d'Afrine à 250 000 personnes. Donc on va tout de même vers une catastrophe humanitaire? Oui, clairement. En plus, on est sur des chiffres, ce sont des chiffres d'avant 2011. En réalité, cette zone d'Afrine, où on dit aujourd'hui 250-300 000, on est sans doute plus proche de 900 000 parce qu'il y a tous les réfugiés, pas seulement kurdes d'ailleurs, même si c'est une majorité, il y a des Turkmènes, il y a des Arméniens, il y a des Arabes. Ce sont des zones qui étaient des zones de paix, protégées par la Fédération du Rojava jusqu'ici. Donc la population est beaucoup plus importante que celle qu'on a dans les chiffres officiels. Ankara va-t-il jouer justement un rôle important maintenant dans l'issue du conflit, dans la redéfinition de la carte en Syrie? Mais je pense que, encore une fois, dans cette zone qui est une zone où se télescope des calculs et des jeux d'acteurs régionaux et internationaux, tout dépend de la façon dont, entre autres, les États-Unis et la Russie vont ménager ou non M. Erdogan. Ils ont l'air de le ménager, en tout cas jusqu'ici. Malheureusement, ils le ménagent. Je crois disiez... qu'on est aussi à un tournant. Vous vous souvenez, en août 2013, il y avait le tournant des Américains et de la France sur les armes chimiques. On n'a pas voulu intervenir. On a maintenant M. Bachar el-Assad qui se promène en voiture dans la Ghouta. On a le même enjeu aujourd'hui. Est-ce qu'on arrête M. Erdogan ou est-ce qu'on l'arrête pas? Si on l'arrête pas, dans 2 ans, on dira on a raté une nouvelle occasion dans cette guerre de faire valoir les droits des peuples et des valeurs démocratiques. Alors comment l'arrêter? Je pense qu'il y a plusieurs manières de l'arrêter. D'abord, il faudrait qu'au niveau de l'Union européenne, du Conseil de sécurité ou des États-Unis, de façon bilatérale ou multipartite, on dise, voilà, il y a une ligne rouge pour M. Erdogan. La résolution de l'ONU, par exemple, sur... Ça ne porte pas de bonheur, la ligne rouge. Non, mais sur le non-bombardement, il y a eu une résolution de l'ONU. On a dit M. Bachar el-Assad ne la respecte pas. Mais cette résolution concernait aussi les bombardements de M. Erdogan. Or, il n'a pas arrêté. Donc, ce sont des dirigeants... Il n'y a pas la volonté politique, vous le disiez. Non, on n'a plus pour l'instant, et je suis frappé par cet aveuglement qui vire au suicide, qui va vers la catastrophe humanitaire. On n'a plus de dirigeants du côté occidental, alors que c'est quand même le monde d'hier, qui réaffirment des valeurs, des lignes rouges et qui les respectent. Donc les autres dirigeants aujourd'hui autoritaires, plébiscités en Russie ou avec des mégalomanies millénaristes comme en Turquie, se disent finalement, puisque personne ne nous arrête, on avance. Ils triomphent finalement. Pourquoi les Kurdes sont-ils finalement toujours le peuple abandonné? Comme vous le disiez, ce n'est pas la première fois. À cause de cette incapacité des grandes puissances, c'est vrai de la fin de l'Empire ottoman, c'est vrai aujourd'hui, c'est vrai après la Deuxième Guerre mondiale. Les droits des Kurdes ont toujours été pris en étau entre les grandes déclarations des grandes puissances, sur la SDN à l'époque, les droits des peuples aujourd'hui ou les valeurs démocratiques, et puis des réals politiques finalement cyniques qui n'ont pas peur d'être en complète contradiction entre ce qu'ils affichent d'un côté et puis finalement les décisions qu'ils prennent sur le terrain d'arrêter à un moment donné des velléités autoritaires de quasi-dictateurs, parce qu'employons les mots, et aujourd'hui, M. Bachar el-Assad, il se promène en voiture à la Ghouta. Il leur reste un espoir tout de même aux Kurdes aujourd'hui? Je pense qu'il y a 2 espoirs. C'est d'abord, je pense que dans cette région du monde où les Kurdes ne sont pas le seul peuple dont les droits ont été reniés, c'est un peu l'avant-garde combattante sur les droits démocratiques, parce que derrière, il y a d'autres peuples qui aspirent à retrouver quand même des formes de gouvernement démocratique. Je pense que c'est un peu l'avant-garde de ça, et il y a aussi cette avant-garde en Europe, heureusement. Donc il faudrait qu'en Europe, en France, en Allemagne, aux États-Unis, il y ait un peu de pression sur nos dirigeants pour leur dire on ne peut pas, au nom de nos valeurs, au nom de notre histoire, faire n'importe quoi et laisser ces dérives autoritaires s'installer par des conquêtes. C'est la société civile qui pourrait faire pression. Voilà. C'est la seule solution qui reste. Merci beaucoup Olivier Piot d'avoir été avec nous ce soir, auteur du Peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient aux éditions Les Petits Matins.